Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe, votre nouvelle chronique sur l'actualité européenne qui reviendra régulièrement sur l'actualité de l'Europe à 27 et de ceux qui la font. Et pour cette première chronique, je voudrais poser une question un peu paradoxale. Est-ce que la France souhaite vraiment construire une autonomie stratégique européenne? Alors, cette question est paradoxale parce que l'origine euh, politique et intellectuelle de la notion d'autonomie stratégique et d'autonomie stratégique européenne est éminemment française. La première fois que la notion d'autonomie stratégique européenne apparaît au niveau européen, c'est en 2013 dans des conclusions du Conseil poussées par la France et plusieurs alliés de la France. Mais c'est à partir de 2016 que cette notion prend toute son ampleur au niveau européen et se développe en particulier au travers de la stratégie globale de l'Union européenne qui a été présentée par l'ancienne haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité, l'italienne Federica Mogherini, qui vise donc à atteindre une autonomie stratégique européenne au niveau des 27. C'est donc cette notion qui se développe petit à petit et qui trouve également à s'incarner dans un certain nombre de politiques et d'instruments développés au niveau européen. C'est vrai dans le champ de la défense, particulièrement avec l'activation de la coopération structurée permanente en 2017, mais aussi et peut-être surtout avec la création du Fonds européen de défense qui a été annoncé dès 2016 et qui vient tout juste d'être créé. C'est, et je pense qu'il faut le rappeler, un événement qui est historique puisque c'est la première fois que le budget européen va venir financer de l'innovation de défense et des nouvelles capacités militaires, ce qui est un changement de paradigme au niveau européen. Mais cette notion d'autonomie stratégique européenne trouve aussi à s'incarner dans d'autres champs politiques, comme celui par exemple de la stratégie industrielle de l'Union européenne. C'est un champ qui est en plein redéveloppement, en pleine redécouverte, notamment après, je dirais, la prise de conscience des interdépendances et surtout des dépendances critiques qui existent toujours sur un certain nombre de matériaux, de produits. euh, et ça, c'est une prise de conscience qui a eu lieu, bien sûr, avec la pandémie du Covid-19. Donc, on voit que cette notion prend de plus en plus d'ampleur au niveau européen et donc qu'elle constitue, en quelque sorte, un grand succès intellectuel et politique de la France. Et je dirais même que ce succès va plus loin, puisque petit à petit, bon an, mal an, ce projet de création d'une autonomie stratégique européenne est en train de devenir purement et simplement le projet européen. En fait, depuis 2016, l'autonomie stratégique européenne, ça devient la réponse des Européens aux différents défis du XXIe siècle. Qu'il s'agisse de l'hypothèse d'un potentiel retrait des États-Unis de la sécurité européenne, ce qui a été une hypothèse sur laquelle on a pu réfléchir en Europe lors de la présidence Trump. Qu'il s'agisse du Brexit, qui pose justement la question existentielle de la nature du projet européen. Qu'il s'agisse aussi de la multiplication des crises aux frontières de l'Union, mais qu'il s'agisse aussi de l'économie européenne et de ses trop grandes dépendances vis-à-vis d'un certain nombre de pays sur certains produits critiques, eh bien, la notion d'autonomie stratégique européenne devient le cap des Européens pour le XXIe siècle. À tel point que le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, a récemment déclaré que l'autonomie stratégique européenne n'était ni plus ni moins que le projet de notre génération. Alors, en toute logique, la France devrait pouvoir capitaliser sur un tel succès et notamment pousser pour aller plus loin vers une Europe politique, puisque à quoi bon construire une autonomie stratégique européenne s'il n'y a pas de projet politique derrière pour l'Europe? Or, c'est bien ce projet d'Europe politique qui se cache, qui est contenu en germe dans ce projet d'autonomie stratégique européen. Ce qui nécessite d'aller au-delà du simple rapprochement des intérêts des 27, mais d'aller également vers un rapprochement des approches et des politiques. Et c'est là où il y a un paradoxe français, c'est que d'une part, la France
multiplie les initiatives pour développer des relations avec un certain nombre d'États, avec un certain nombre de nos partenaires européens avec qui, pendant longtemps, et il faut le reconnaître, elle n'avait pas nécessairement investi dans ces relations. Je pense par exemple aux Pays-Baltes. Hier avait lieu la première édition d'un nouveau format de coopération, format 3+1, donc qui sont les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, plus la France en format ministre des Affaires étrangères. Et donc ça, clairement, ça va dans le bon sens pour développer des approches communes sur un certain nombre de sujets. Mais quelques jours avant, Jean-Yves Le Drian, donc ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, était dans une grande émission politique dominicale, et alors qu'il était interrogé sur la situation en Russie, qui était marquée par, et qui est toujours marquée par ces manifestations pro-Navalny. Alors, en théorie, la France devrait pouvoir capitaliser sur ce grand succès intellectuel et politique pour aller plus loin vers la création d'une Europe politique. Car c'est bien ce qui a en germe dans la notion d'autonomie stratégique européenne, c'est la naissance d'un projet politique européen partagé, commun à 27. Et ce projet politique, il nécessite qu'on aille plus loin que le simple rapprochement des intérêts des 27. Il nécessite qu'on aille plus loin, notamment dans le rapprochement des approches et dans le rapprochement des politiques elles-mêmes. Or, c'est là qu'il y a un paradoxe français. C'est-à-dire que d'un côté, la France, et c'est très bienvenu, développe un certain nombre de formats de coopération nouveaux avec un certain nombre d'États, de nos partenaires européens avec lesquels nous n'avions pas jusqu'à présent investi beaucoup dans cette relation. C'est le cas par exemple des pays baltes. Hier avait lieu la première édition d'un nouveau format de coopération, le format 3+1 entre les 3 pays baltes et la France. Ce qui permet effectivement de développer des approches communes sur un certain nombre de sujets, mais dans le même temps, ou plus exactement quelques jours auparavant, Jean-Yves Le Drian était l'invité d'une grande émission politique dominicale, et lorsqu'il était interrogé sur la Russie et sur la situation en Russie, rappelait la politique de la main tendue telle qu'elle avait été développée par le président français vis-à-vis de Vladimir Poutine. Or, si cette prise de position n'a provoqué que très peu de réactions en France, force est de constater qu'elle a plutôt créé un certain choc et une assez grande défiance, même si celle-ci n'était pas totalement, ce n'était pas une surprise chez un certain nombre de nos partenaires européens, au premier rang desquels eh bien, des pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne, mais aussi des pays d'Europe nordique ou de l'Europe baltique. Or, c'est cette défiance qu'on crée chez nos partenaires sur un sujet qui est si important pour eux, qui est problématique quand on cherche à construire une autonomie stratégique européenne. Alors, la construction d'une autonomie stratégique européenne ne nécessite bien sûr pas qu'on sacrifie la politique étrangère française et son autonomie. Mais il faut tout de même cesser d'avoir un double discours en la matière. Si on veut construire une souveraineté européenne, une autonomie stratégique européenne, alors il faut accepter une certaine européanisation de nos approches, y compris en matière de politique étrangère. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on est la France et qu'on veut avoir un rôle d'impulsion dans cette européanisation, dans cette construction de l'autonomie stratégique européenne. Est-ce que ça pose un certain nombre de limites à la politique étrangère française? Peut-être. Ce qui est certain surtout, et je dirais peut-être, mais pas nécessairement, ce qui est certain, c'est que cela nécessite un plus grand degré de coordination a priori de notre politique étrangère française avec les intérêts stratégiques, et là en l'occurrence les intérêts vitaux d'un certain nombre de nos partenaires. L'Europe centrale, l'Europe orientale, l'Europe baltique, l'Europe nordique, pour tous ces États qui sont autant de partenaires importants pour la France et qui sont cruciaux dans justement la construction d'une autonomie stratégique européenne, la menace principale pour leur sécurité telle qu'elle est perçue, c'est la Russie.
Or, rien n'est pire dans cette situation que d'adopter une stratégie du fait accompli avec nos partenaires. C'est une machine à créer de la défiance. Finalement, la France doit remettre de l'ordre dans ses priorités en matière politique. Si elle veut construire une autonomie stratégique européenne, si elle veut aller vers la construction d'une Europe politique, alors elle doit accepter de mieux prendre en compte, de mieux se coordonner avec ses partenaires européens.